Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'Iris, chronique qui vient ouvrir la nouvelle saison, en quelque sorte, de nos chroniques pour l'année 2023-2024. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver pour ces petits moments d'analyse à la fois de l'actualité, mais un petit peu des tendances de moyen et long terme de ce qui se déroule en Amérique latine et de la manière dont ce qui se déroule en Amérique latine participe, contribue au cours des relations internationales d'une manière générale. Alors pour cette première chronique de rentrée, j'ai décidé de faire un panorama un peu large de ce qui nous attend et de ce qu'on va devoir suivre dans les mois qui viennent, au moins jusqu'à la fin de l'année, parce que cette rentrée 2023 s'ouvre sous des auspices très politiques et géopolitiques en Amérique latine. Pourquoi politique? Parce que d'ici à la fin de l'année 2023, plusieurs grandes échéances électorales vont encore animer et probablement modifier la trajectoire politique de la région. Bien sûr, on a tous en tête un certain nombre d'élections qui vont arriver. Je pense bien sûr à l'élection argentine qui va être le 22 octobre avec le premier tour de la présidentielle, un moment que le monde entier va suivre en réalité, parce que l'Argentine pourrait, c'est une hypothèse assez sérieuse, pas certaine, mais en tout cas sérieuse, pourrait connaître, l'élection d'un outsider, Javier Milei, qui est classé à l'extrême droite, qui est plutôt un anarcho-libertarien, au sens américain du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui est un ultra-libéral sur le plan économique, qui prône quasiment la disparition quasiment de l'État ou l'État zéro, l'État minimal, et qui prône par contre la libéralisation de toutes les forces de l'économie privée et du marché, et qui considère, et d'ailleurs c'est lui qui le dit, que la justice sociale est une idée qui est une ineptie, et que tout ça occulte la réalité de sociétés qui sont organisées par les inégalités sociales. Donc c'est un programme franchement thatchérien du point de vue économique. Et puis sur le plan politique, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir aux résonances que pourrait avoir cette élection avec ce qu'on a connu aux États-Unis avec Trump, avec Bolsonaro au Brésil, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui vient contre l'establishment pour en quelque sorte remplacer et éliminer toute la classe politique au pouvoir depuis des décennies. Et donc cette personne pourrait remporter l'élection argentine, dont le premier tour, je vous disais, se tiendra le 22 octobre. Un deuxième tour, lui aussi très probable, se tiendrait le 19 novembre si monsieur Milei n'arrivait pas à remporter dès le premier tour les élections. Aujourd'hui, les sondages lui donnent à peu près autour de 30% des intentions de vote au premier tour, mais il est suivi d'une manière assez rapprochée, en tout cas de plus en plus rapprochée, par Sergio Massa, l'actuel ministre de l'économie du gouvernement sortant d'Alberto Fernandez, qui est un peu le candidat du camp péroniste, comme on dit en Argentine, et qui aujourd'hui, arrive à monter dans les sondages au point de avoir autour de 28% des intentions de vote. Et la troisième personne, qui est Patricia Bullrich, qui est la candidate de la droite traditionnelle, arrive elle avec 21. Donc ce qui pourrait se configurer, c'est un deuxième tour pour cette présidentielle, le 19 novembre. Aujourd'hui, les sondages nous indiquent une finale possible entre Sergio Massa et Javier Milei, aucun des deux n'ayant de majorité pour pouvoir gouverner au sein du Congrès argentin. Donc on va évidemment suivre tout ça dans nos prochaines chroniques, mais premier moment très important sur le plan politique. Deuxième moment, le même jour, au Venezuela, on aura les élections primaires de l'opposition vénézuélienne, de la plateforme unitaire démocratique qui rassemble l'essentiel des forces d'opposition au gouvernement de Nicolás Maduro et qui le 22 octobre va choisir son ou sa candidate qui devra affronter le candidat ou la candidate, on pense que ce sera Nicolás Maduro, mais peut-être qu'il y aura là aussi des changements, en 2024, on ne connaît pas encore la date, mais il devrait y avoir des élections au Venezuela en 2024. Donc ça, c'est le deuxième moment évidemment important. D'autres moments importants, le 15 octobre, il y aura le deuxième tour de l'élection anticipée équatorienne qui mettra pied à pied la candidate Luisa González, qui a obtenu un peu plus de 33% des voix le 20 août dernier, qui représente la gauche et la révolution citoyenne de Rafael Correa, et Daniel Noboa, qui est un peu là la figure surprise de ce deuxième tour, qui est
fait partie d'une famille politique très connue de la droite équatorienne qui a obtenu à peu près un peu plus de 23% des voix au premier tour. Ils vont s'affronter pour un deuxième tour qui là aussi promet beaucoup de scénarios complexes à la sortie, puisque là aussi, comme ailleurs en Amérique latine, probablement le ou la présidente équatorienne qui va en fait diriger jusqu'à 2025 pour terminer le mandat en cours n'aura probablement pas, même c'est certain, de majorité non plus au Congrès du pays. On va avoir ensuite le 17 décembre le référendum d'adoption de nouveau projet de constitution au Chili. Là aussi, c'est une série qui a eu plusieurs épisodes, on en a longuement parlé ici, on en reparlera, on va suivre tout ça dans nos chroniques et à l'IRIS d'une manière plus générale. Les Chiliens vont-ils accepter ou de nouveau rejeter ce projet de constitution? Tout ça est ouvert. Sachez que 2024, on n'en terminera pas avec les élections en Amérique latine, puisque dans beaucoup de pays, il y en aura. Il y en aura au Mexique très importante, au Salvador, en Uruguay et ailleurs. Donc nous sommes dans un moment très électoral, très politique dans une Amérique latine qui est touchée par de multiples phénomènes de détérioration multifactorielle sur le plan économique, social et politique, mais aussi un moment, et ce sera un peu la conclusion de cette chronique, un moment aussi où l'Amérique latine revient un peu plus dans le jeu international sous le leadership évidemment du Brésil de Lula et récemment, évidemment, on en a vu plusieurs expressions, en particulier au sommet des BRICS à Johannesburg. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait de savoir si ce sommet des BRICS avait finalement sanctionné une fragilisation ou pas du Brésil avec l'élargissement à 6 nouveaux membres. Est-ce que tout ça va diluer l'influence du fondateur brésilien? Je crois que c'est un peu aller vite en besogne. Pourquoi? Parce que finalement, le Brésil a déjà réussi ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire remettre le Brésil aux avant-postes de la scène internationale, là où Jair Bolsonaro l'avait complètement marginalisé. C'est de fait un moment de plus qui montre le retour du Brésil avec par ailleurs le G20, par ailleurs la question amazonienne, la COP climatique qui se passera en 2025. Donc le Brésil est remonté en puissance et a récupéré son rang d'une certaine manière au niveau des questions internationales. Quand on s'intéresse, comme je l'ai fait, aux conclusions du sommet des BRICS, on a quand même une déclaration en 94 points, je ne vais bien sûr pas tout analyser ici, mais les lecteurs attentifs remarqueront que l'essentiel des revendications et des souhaits du Brésil quant à la réforme du système international, leur plaidoyer pour un multilatéralisme inclusif, comme ils appellent, et toute une série d'exigences par rapport aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, et tout un tas de choses, eh bien, toutes leurs demandes, toutes leurs revendications sont le cœur de cette déclaration finale des BRICS dans tous ces points-là. Rappelons juste un point que, par exemple, le sommet des BRICS entérine, et c'est important et c'est nouveau, le fait que le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde doivent intégrer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'était pas le cas avant, et la Chine s'y est d'ailleurs souvent directement ou indirectement opposée, parce que ce n'était pas son intérêt d'avoir l'Inde, mais aussi le Brésil et l'Afrique du Sud au sein du Conseil de sécurité de l'Union. Le Brésil, avec les autres pays, ont obtenu ce soutien de la Chine. C'est très important, ça a été peu commenté. Je rappelle aussi que le Brésil n'est pas affaibli, puisque comme membre du G20, il se retrouve aujourd'hui avec les autres pays des BRICS, plus l'Argentine, dont il a porté la candidature au sein des BRICS+, et l'Arabie Saoudite. On a un tiers des pays du G20 qui désormais sont des pays ou vont être bientôt des pays des BRICS. Le Brésil est au cœur de cette diplomatie, disons, globale. Donc il a joué et il jouera un rôle encore très important pour toutes ces raisons-là. Et on a un Brésil qui sort au cœur des BRICS, dans le G20, et qui va présider dès décembre 2023 et pour tout 2024 précisément ce G20, puis les BRICS en 2025. Donc on voit à travers ces quelques éléments que loin d'être marginalisé par cet élargissement des BRICS, le Brésil a encore quand même beaucoup de cartes dans ses mains et au contraire vient de connaître un déploiement en fait stratégique et géopolitique inédit en réalité depuis l'arrivée de Lula aux affaires. Donc voilà quelques éléments sur ce sommet des BRICS. Juste dire aussi que quand on regarde bien la déclaration finale, on s'apercevra que de manière silencieuse mais de manière assez concrète, les pays membres sont en train de mettre en place toute une série de mécanismes, de dispositifs qui leur permettent d'harmoniser progressivement et de standardiser tout un tas de normes qui les concernent en matière commerciale, mais aussi en matière de propriété intellectuelle, aussi en matière d'échanges universitaires, d'harmonisation de diplômes, etc. pour finalement, petit à petit, créer pas simplement un club informel qui se réunit de temps en temps et qui fait des déclarations, mais peu à peu de mettre en place des pratiques et des facilitations
dans tous ces domaines-là qui leur permettent de construire peu à peu des convergences et aussi de rassembler, de mutualiser leurs forces qui, ajoutées les unes aux autres, pèseront de plus en plus dans le cours des relations internationales. Donc voilà la rentrée latino-américaine et voilà, entre autres, tout ce que nous traiterons au cours des prochaines chroniques. À bientôt.